Guillaume, est-ce que vous plongeriez dans la Seine? Tiens, revenez, ne quittez pas le studio tout de suite. Vous plongeriez dans la Seine demain après-midi? Pour tout vous dire, je l'ai déjà fait. Ah, eh bien on va pouvoir se baigner en 3 endroits de la Seine à Paris à partir de demain et jusqu'à fin août. Pour en parler avec nous, un des artisans de l'ouverture de cette piscine fluviale à Seyel ouvert, et puis surtout l'un des artisans de la réussite des Jeux Olympiques qui ont un héritage qui se prolonge. C'est le préfet de la région Île-de-France. Bonjour Marc Guillaume. Bonjour. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Je voudrais vous faire écouter un petit radio-trottoir ou micro-trottoir des Parisiens auxquels on demande s'ils ont envie de se baigner dans la Seine. Il y a quand même pas mal de doutes sur la qualité de l'eau de la Seine. Je pense que c'est pas la première chose que je vais faire ce week-end. On a vu pendant les Jeux Olympiques, il y a des athlètes qui sont tombés malades pendant les épisodes de natation. Donc ça pourrait se reproduire. Donc moi, c'est pas le truc que j'irais faire. Pas voir le fond, bon ça c'est... je sais pas trop ce qu'il y a là-dessous. Ça va aller pour moi. C'est vrai que ça donne envie avec la chaleur, on a bien envie de se baigner. Et si elle était propre, j'irais. Si elle était vraiment propre. C'est quoi propre? Si on voit à travers? Si elle était un peu plus bleue quand même. Parce qu'elle est verte, elle n'a pas l'air très baignable. Non, moi ça ira, je vais un peu attendre que les gens essayent. Et d'ici quelques années, peut-être que j'irai me baigner. Marc Guillaume, ceux-là sont réservés, mais il y en a plein qui se baignent quand même. On a fait un micro-trottoir un peu engagé, si j'ose dire, pour monter le niveau de difficulté de cette interview. Qu'est-ce qui garantit aux Parisiens qui vont pouvoir plonger tranquillement, en toute sérénité, et se rafraîchir? Les mesures qui sont faites chaque jour de la qualité de l'eau de la Seine, et mesures qui sont rendues publiques. Il suffit d'aller sur le site de l'Agence régionale de santé pour constater que ces mesures sont bonnes. Évidemment, l'eau de la Seine souligne que celle-ci est baignable. Elle l'était déjà l'été dernier pour les JO. La seule difficulté qui est la nôtre, c'est s'il y a des épisodes pluvieux qui, à ce moment-là, pendant 1 ou 2 jours, ça a été le cas le 25 juin. Le 25 juin, on a eu un orage. Pendant 2 jours, la qualité de l'eau a été dégradée. Mais sinon, depuis la mi-juin, l'eau est de qualité à la fois sur la Seine et sur la Marne. Et vous l'avez vu, sur la Marne, on a commencé à se baigner. Le président Capitania a ouvert le site à Maison-Alfort, à Joinville-le-Pont. La Marne est déjà baignable et demain, les 3 sites ouvriront dans Paris. Qu'est-ce qui explique que lorsqu'il pleut, c'est moins baignable ou pas baignable? Parce que l'eau ravine un peu et donc elle emmène dans la Seine un certain nombre de bactéries qui mettent plus longtemps à être éliminées. En plus de la saturation de nos usines de traitement. Donc généralement 1 jour, 2 jours en fonction de l'impact de cette pluie. Il y a des endroits en Île-de-France où quand la température monte, effectivement, des bactéries apparaissent parfois et on est obligé de fermer des baignades. Je pense aux étangs de Hollande. Dans les Yvelines, ça peut arriver à Paris qu'un excès de chaleur rende non baignable la Seine? Non, plutôt pas, parce que si vous voulez, le soleil aide à l'élimination des bactéries. Ce qu'il faut peut-être dire, comme vous l'avez indiqué au début de votre propos, c'est que la baignade reste interdite. Elle est permise dans les sites pour lesquels la mairie de Paris, les collectivités du Val-de-Marne ont organisé ces sites, c'est-à-dire les ont sécurisés pour que des conditions de sécurité avec des maîtres nageurs permettent cette surveillance et cette bonne baignade. Mais sinon, il faut redire à chacun que la baignade n'est pas autorisée. C'est dangereux d'ailleurs de se baigner à des endroits où les bateaux circulent. L'objectif du président de la République, ça avait bien été, en ouvrant ces sites de baignade, que l'on puisse en même temps assurer ce transport par voie fluviale, l'activité économique, l'activité touristique qui bénéficie énormément à Paris de l'image des JO. Et donc, on doit arriver à combiner les deux. On va parler de l'héritage des JO dans un instant, mais ça a été un investissement important de rendre la Seine baignable dans ces endroits. Mais si elle est baignable dans ces endroits, elle peut l'être par ailleurs si de nouvelles plages ou de nouvelles zones sont ouvertes à l'avenir. L'objectif, c'est pas uniquement de permettre aux Parisiens de se baigner. Il y a d'autres bénéfices secondaires de cette purification de la Seine, si je peux utiliser cette expression. Quels sont-ils? Vous avez raison. D'abord, l'objectif, c'est d'être conforme aux normes. Jusque-là, il y a des directives européennes qui comportent des indications sur les normes qu'il faut respecter. Nous avons un délai pour nous mettre à ce niveau. Ce n'était pas encore le cas. On a accéléré grâce aux Jeux Olympiques, mais il faut poursuivre l'effort. Depuis l'été dernier, en amont de la Seine, on a encore corrigé 2000 branchements qui n'étaient pas aux normes, donc on est passé à un standard encore plus élevé. On va travailler dans les années à venir à ce que, en aval de Paris, on puisse faire le même travail. On a 750 bateaux à peu près entre Paris et le village olympique pour progressivement, là aussi,
enlever ces sources de pollution et faire en sorte qu'on puisse avoir dans le 92, dans le 93, demain, d'autres sites de baignade. On a découvert, Marc Guillaume, je rappelle que vous êtes le préfet de la région Île-de-France, on a découvert pendant la canicule ou redécouvert les bienfaits des fleuves pour rafraîchir les villes, ce qu'on soupçonnait pas nécessairement. Pouvez-vous nous dire comment la Seine est, je mets des grosses guillemets, un climatiseur parisien ? Oui, toutes ces sources de fraîcheur sont positives dans ces moments de canicule. Je m'excuse, je voudrais ouvrir une parenthèse qui... Ouvrez. On vient de vivre 3 jours de canicule. Pendant ces 3 jours, l'État s'est mobilisé avec les associations pour que les personnes à la rue puissent bénéficier d'un hébergement et ne pas rester dans des conditions suffocantes à l'extérieur. Pour ces 500 places qui ont été ouvertes permettant à ces personnes de vivre dans des conditions décentes dans cet épisode difficile, y compris des dizaines de places qui ont été ouvertes à la préfecture, c'est la suite de l'effort qu'on avait fait pendant les JO. L'héritage social des JO demeure. Les 260 SDF qui ont bénéficié d'un hébergement parce qu'ils étaient aux abords des sites olympiques et le gouvernement nous avait demandé de faire en sorte que les JO ne soient pas simplement un événement sportif, mais également un événement pour l'ensemble de la société. Ces 260 personnes qui, en moyenne, étaient à la rue depuis plus de 6 ans, eh bien, elles sont toujours hébergées aujourd'hui. Donc, il faut resituer les Jeux Olympiques dans un ensemble de vouloir-vivre collectif. Vous l'avez fait. Je repose ma question sur les fleuves qui rafraîchissent les villes. J'imagine que c'est une préoccupation de rendre les espaces urbains plus adaptés aux températures qui vont monter, alors que ce soit des villes traversées par des fleuves ou pas d'ailleurs. Mais j'imagine que c'est des sujets que vous étudiez, vous, à la préfecture. Oui, et puis aussi les modes de transport qui vont avec, la façon pour les bâtiments publics de s'adapter. Le village olympique est un bon exemple puisqu'il a été conçu dans des normes qui doivent nous permettre en 2050 de faire face à l'augmentation de la température. Vous avez raison de le dire, nous faisons des gros efforts en ce moment, nous-mêmes pour investir, pour que nos bâtiments publics puissent être, davantage vivable demain. Alors j'en viens à l'héritage des Jeux. C'est vrai que c'était l'année dernière, l'année a passé très vite. Quel est l'effet de longue traîne de ces Jeux Olympiques ? On sait que par exemple le Tour de France va passer par Montmartre. Et donc ça s'était fait pendant les Jeux Olympiques, pendant les épreuves de cyclisme l'année dernière. Ça c'est un des héritages sportifs, mais il y a tout un tas d'autres conséquences de ces Jeux qui vont se prolonger dans le futur. Et vous êtes aussi là pour en parler. Cet héritage, il est multiforme. Il est peut-être symbolisé par la vasque olympique qui va remonter entre le 21 juin et le 14 septembre pendant 3 ans au Jardin des Tuileries, comme le président l'avait décidé, avec la maire de Paris. Mais par ailleurs, on a, pour ne prendre que quelques chiffres, 71 000 licenciés sportifs en plus depuis les JO. Ils peuvent exercer le sport dans 1000 équipements supplémentaires qui ont été construits en Île-de-France. Pour prendre l'emploi, les 30 000 personnes qui ont été embauchées à l'occasion des Jeux Olympiques dans les métiers de la sécurité ou de l'hôtellerie, à 96% ont toujours cet emploi. Donc l'immense effort de formation qui avait été réalisé à l'époque, il a porté ses fruits. Voilà, donc tout ça, ça bénéficie aussi à des secteurs économiques. Le tourisme se porte bien à Paris. On a vu en fin d'année une augmentation de la fréquentation qui était importante et elle se poursuit en cette année 2025. Est-ce que les lourds investissements qui ont été faits durant les Jeux Olympiques pénalisent pas les besoins de moyens que vous pourriez avoir dans les années à venir ? L'État serait-il pas tenté de vous dire « Attendez, on a mis beaucoup de moyens avec les Jeux Olympiques, n'insistez plus ». Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire par lourds moyens. Parce que si vous des moyens importants. Oui, mais les Jeux Olympiques, ça a coûté combien ? Ça a coûté environ 9 millions d'euros. Une grosse moitié qui a été payée par de l'argent privé, le COJO, dont vous avez vu que la bonne gestion a permis de dégager un excédent, et tout ça c'était payé par des sponsors, de l'argent privé que 9 millions d'euros, c'est ce que vous avez dit. 4 millions et demi à peu près pour le COJO, et puis 4 millions d'argent qui ne venait pas du COJO, 1 milliard de l'État, 1 milliard des collectivités locales et un peu plus de 2 milliards de revente à l'avance des villages olympiques et du village des médias. Donc si vous voulez, si on regarde tout ça,
C'est un coût qui est certes substantiel, mais qui n'a rien à voir avec le coût des Jeux Olympiques de Sotchi ou de Pékin, parce que dès l'abord, ces Jeux se sont voulus plus sobres, plus écologiques, plus inclusifs, plus urbains, et notamment avec le fait que nous n'avons pas construit beaucoup de nouveaux équipements. Il y a eu le centre aquatique olympique et l'arène à la Chapelle, mais sinon, cette idée d'arriver à faire des Jeux urbains dans lesquels on construisait des sites à la Tour Eiffel, aux Invalides, permettait à la fois de mettre en valeur ce que la France a de plus beau comme monument, tout le parcours de la Seine pour la cérémonie d'ouverture, sans avoir ensuite des coûts d'exploitation d'éléphants blancs. Une dernière question, François Bayrou va présenter en début de semaine prochaine une réforme de l'administration territoriale où il va proposer une augmentation du pouvoir des préfets. Pourquoi faut-il plus de pouvoir aux préfets et dans quel domaine ? Les Jeux Olympiques ont montré que quand l'État territorial était bien coordonné, travaillait avec les collectivités locales main dans la main, on avait une efficacité collective forte. Et je crois que c'est dans ce prolongement que le Premier ministre veut réunir les préfets la semaine prochaine pour arriver à dire que, voilà, localement, il faut arriver à faire en sorte que, pour être plus efficace, on soit bien coordonné. Il ne s'agit pas de nier les spécificités de chacune des administrations, parce que chacun a des métiers différents, mais de faire en sorte qu'on travaille bien tous ensemble. Vous m'avez dit tout à l'heure, un préfet n'a jamais trop de pouvoir. C'était une boutade, mais vous le pensez ou pas ? C'était parce qu'on était hors antenne. Bon. Mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais trop coordonné. On n'est jamais trop coordonné. Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le préfet de la région Île-de-France. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du vendredi. Jean-Marie Colombani, Géraldine Wessner. Monsieur le préfet, merci.